Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de 97.4 Foot Plus, en espérant que vous avez passé un excellent week-end. On va parler de la 10e journée du championnat avec au programme, comme la semaine dernière, quelques belles affiches et notamment un choc entre équipes qui jouent le haut de tableau. Une fois encore, c'est l'Excelsior qui était concerné avec ce déplacement périlleux hier après-midi au stade de l'Embarquis du Port face à la Jeanne d'Arc. Et après le revers, justement, subi par les Saint-Joséphois la semaine dernière face à la Sainte-Marienne, ne pouvait se permettre, une deuxième défaite consécutive au risque de difficultés supplémentaires. Jeanne d'Arc, Excelsior, l'affiche de cette 10e journée, c'est dans 97.4 Foot Plus, évidemment. Les Portois avaient mis les petits plats dans les grands à l'occasion de cette réception de leaders. Un public évidemment nombreux. Le COP était particulièrement en forme et les deux équipes pratiquement au complet. Le maillot orange, donc c'est l'équipe de l'Excelsior évidemment, et en mauve l'équipe de la Jeanne et des présentations officielles puisque les autorités étaient là, en l'occurrence les deux maires. Ça fait... c'est pas toujours qu'on a l'occasion de voir, alors que ce n'est même pas une finale de coupe, les deux maires des équipes présentes côte à côte se saluer et faire les présentations, à savoir M. Waro, le maire du port, et M. Patrick Le Breton, le député maire de Saint-Joseph. On connaît les données sportives. L'équipe de l'Excelsior, donc le leader avant le coup d'envoi de cette rencontre, ne pouvait continuer à lâcher des points comme la semaine dernière. Bon, c'était un accident sans doute, mais un accident qui pourrait très bien avoir quelques conséquences si il n'y avait pas possibilité pour eux de se racheter dès ce dimanche après-midi au stade l'Embarquis du Port. Alors battre le Port, maintenant battre la Jeanne d'Arc, l'équipe en pleine forme actuellement, qui joue elle aussi les premiers rôles et qui espère pourquoi pas donc enlever ce titre de champion de la Réunion de 2015, il faut être costaud. L'équipe de l'Excelsior qui passait donc quelque part un sacré test pour savoir si elle est capable de prétendre à ses ambitions, clairement affichées, à savoir remporter le titre de champion de la Réunion 2015. Alors les deux capitaines pour le coup d'envoi de cette rencontre et une équipe de l'Excelsior qui va dès les premières minutes montrer que c'est elle le patron, c'est elle le leader. Elle va mettre donc la pression, surtout une organisation telle que l'équipe de la Jeanne, dont on connaît les forces depuis le début de la saison, ne pourra jamais s'exprimer. Et côte à côte, les deux maires, donc vous l'avez vu, ont regardé cette rencontre et c'est sur de nombreux coups de pied arrêtés que l'équipe de Saint-Joseph, l'équipe de l'Excelsior, va se signaler au cours de cette première mi-temps qui oblige Grégory Posé, le gardien portois, à une première belle parade. On reste toujours devant les buts portois. Regardez, c'est un autre coup franc, toujours situé à une vingtaine de mètres. Cette fois, ça passe au-dessus. Et signe que la défense portoise avait quand même tout verrouillé, quitte à commettre des fautes à l'entrée de la surface de réparation, juste avant pour protéger ses buts. Cette échappée, on l'a vu, aurait pu se terminer par quelque chose de plus positif pour l'équipe de la Jeanne. Il n'en est rien. On en est toujours à 0-0. Ce puissant coup franc et finalement une reprise de El Madakri m'a signalé fort justement hors jeu. Donc les occasions sont beaucoup plus nombreuses pour l'équipe de l'Excelsior. La Jeanne n'a pas encore mis le nez à la fenêtre, pourtant elle a des arguments offensifs. Tenez par exemple ici avec cette reprise de Briton totalement ratée à hauteur du point de penalty et qui passe largement au-dessus des buts de Michael Grodin. Les minutes s'écoulent et l'Excelsior est la plus prompte à se mettre devant la cage portoise, mais on en reste là 0-0 à la pause. Une mi-temps mise à profit par les dirigeants de la Jeanne pour présenter les jeunes pousses portoises. C'est toujours l'occasion de les mettre en avant, de les mettre en valeur, c'est fort bien. Et pour cette deuxième mi-temps, c'est finalement l'Excelsior qui va trouver la faille en premier avec ce superbe centre repris de la tête par Jean-Michel Fontaine. Vous l'avez compris, on était à peine revenu des vestiaires, 48e minute. Et c'est donc le leader qui ouvre fort logiquement le score grâce à cette magnifique reprise que l'on va revoir. Et ce coup de tête de Jean-Michel Fontaine qui inscrit ici son 100e but. Et c'est une statistique qui nous est révélée par Damien Beg, le sympathique animateur
du site internet qui marche plutôt bien, Foot de Lille. Donc 100e but pour ce garçon Jean-Michel Fontaine, une équipe de l'Excelsior qui va continuer à mettre la pression, même qui est sur le point d'inscrire un deuxième but sans cette belle parade de Grégory Posey. 1-0, mais on sait jamais, et des fois que la Jeanne à son tour se crée une occasion de réduire le score, en tout cas d'égaliser, pourquoi pas, on pourrait avoir droit à une fin de match, pourquoi pas, intéressant de regarder cette action pour la Jeanne. C'était sans doute la plus belle occasion pour les Portois de réduire le score, de revenir à la hauteur d'un adversaire qui a quand même dominé les débats, on n'a pas douté, les images sont là pour en attester. La Jeanne qui va en cours de ces 30 dernières minutes se créer une autre occasion. Là, il est un petit peu trop court, Breton, pour reprendre ce ballon. Mais l'Excelsior aurait bien pu également marquer plus rapidement un deuxième but. Et bien ce sera le cas. À la suite de ce débordement de Nadouane sur qui l'ultime défenseur portois va commettre la faute. Et c'est un pénalty incontestable transformé par Mohamed El Madagri qui permet à l'Excelsior de repartir dans le sud sauvage avec non seulement la victoire, mais une victoire incontestée. 2-0 face à des Portois qui n'ont rien à remettre en cause. Mais on écoute tout d'abord tous les réactions. Un résultat malheureusement négatif, mais une équipe qui se solidifie et qui reste motivée et soudée. Et ça pour nous c'est le plus important. Maintenant il y a une défaite, il faut l'analyser, refaire le match, discuter, échanger et surtout ne pas perdre la motivation pour aller jusqu'au bout. Vous réalisez quand même une très bonne phase aller. Oui, on a des bons résultats jusqu'à présent, quelques chutes de temps en temps, quelques échecs. Mais comme je vous dis, la Jeanne n'a jamais eu une si belle équipe depuis longtemps. Et on est en train là aussi d'apprendre à maintenir les bons scores, à jouer les bons scores. On trébuche de temps en temps, mais c'est pour mieux se relever et aller jusqu'au bout pour gagner. On voit qu'on est encore dans la cour de l'apprentissage. On n'est peut-être pas encore tout à fait prêt. Là, ils nous ont montré ce qui nous manque encore quelques degrés d'expérience et de maturité pour pouvoir accrocher des matchs comme celui d'aujourd'hui. Le schéma de jeu qui est proposé en première mi-temps a quand même mis l'Excelsior en difficulté sur certaines phases, mais ils ont très vite compris le piège. Alors compris, je sais pas, non, c'est vrai qu'après on a été quand même bien embêté par rapport au vent, où on était acculé, on est resté dans notre camp. Après les peu d'opportunités où on a pu jouer dans leur moitié à eux, on a été un peu dangereux, ce qui a été fait en deuxième mi-temps. Mais après, la reprise de la deuxième mi-temps nous a été fatale. Malheureusement, on est resté en direct dans le vestiaire. À une journée avant la fin de la phase aller, tu peux me dresser un petit bilan de ton équipe? Positif, même si ce soir on a concédé la défaite. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu l'opportunité de pouvoir passer en tête du championnat, on a loupé l'occasion. C'est pour ça que je dis qu'on est peut-être encore en phase d'apprentissage dans cette première partie de championnat. J'espère qu'on va pouvoir rectifier tout ça pour être prêt pour notre revanche au match retour avec l'Excelsior. Oui, une bonne équipe. Surtout devant, ils vont très vite. Il y a le petit Dariki qui va très vite, qui va à 100 000 à l'heure. Mais bon, on a su le canaliser, on a su gérer ses moments forts. Et après, on a su mettre notre jeu en place et faire le job, on dit. À une journée avant la fin de cette phase aller, tu peux me dresser un bilan de ton équipe? J'ai une équipe, j'ai pas eu trop de pépins. Il faut dire que mon équipe, tous les postes sont doublés, donc à partir de là, je veux dire, on peut voir venir. Maintenant, notre principal souci, c'est qu'on a une équipe qui marque peu. Donc il faut voir comment on travaille ça à partir des éléments que nous avons, puisque, comme je vous dis, nous avons de quoi attaquer. C'est vrai que notre point fort reste la défense, mais le jour où on est mené, il faut voir comment on peut réagir. Donc ça, on a vu contre Sainte-Marie qu'une fois mené, on s'expose trop facilement et on est pas. Et pendant ce temps, la Sainte-Marienne, qui restait sur une belle série, accueillait les Marsouins de Saint-Leu. Alors certains diront que la tâche ne présentait pas de difficultés majeures, peut-être, mais en football, il ne faut pas toujours se fier aux apparences, et vous le savez mieux que nous, sauf que la différence est quelquefois vraiment trop grande. Alors, de quel côté a penché cette balance dans cette opposition? Sainte-Marienne, Marsouins de Saint-Leu, la réponse c'est tout de suite, c'était au stade de l'Est Jean-Yves Voula hier après-midi. Avec le maillot et le short jaune, l'inhabituelle équipe de Sainte-Marie, donc, puisque en face, les Marsouins jouent tout de rouge vêtus. On sait que les couleurs sainte-mariennes
c'est du rouge et du bleu, donc c'est l'équipe qui reçoit, qui s'habille autrement, tout de jaune veux-tu. Alors c'est peut-être une bonne impression, évidemment, mais la surprise, elle n'est pas là. La surprise, elle est dans le résultat final de cette rencontre, un résultat inattendu. Mais vous allez le voir à travers les images que nous vous avons sélectionnées, que cette victoire, oui, on parle bien de victoire des Marsouins de Saint-Leu sur cette pelouse du stade de l'Est Jean-Yves Moulin est particulièrement méritée. Il ne s'agit pas d'un hold-up, mais tout simplement d'un sacré bon coup réussi par les Marsouins de Saint-Leu. Donc un résultat certes inattendu sur le papier, certes inattendu au regard de tout ce que l'on sait jusqu'à maintenant. Mais enfin, c'était quand même une bien belle opération pour l'équipe des Marsouins qui sont les premiers à se mettre en évidence avec ce coup de tête réussi par John Zami sur ce corner. Première alerte devant les buts de Pouloussami. Et bien la deuxième, elle va arriver à la suite de cette belle action du très remuant attaquant de poche Dimitri Géviard sur le côté droit qui va essayer de se débarrasser de son adversaire direct. Faute et un bon coup franc. Bon coup franc bien tiré qui va obliger Pouloussami à dégager. Regardez. Il ne peut que repousser et finalement c'est Romain Cetra qui parvient à reprendre cette balle qui avait été reprise de la tête par qui? Eh bien par Elie Ferrard, le doyen de cette équipe des Marsouins de Saint-Leu avec son numéro 2. C'est lui qui marque de la tête, il joue arrière droit. Regarde où est-ce qu'il se trouve. Voilà, c'est lui qui touche, c'est lui qui touche le ballon de la tête. Il n'y parvient pas, mais Romain Cetra est là. Cetra, je dis Cetra, c'est le fils de Cetra évidemment. Et dès la deuxième minute, ce sont donc les joueurs, les visiteurs qui mènent au score fort logiquement. Réaction Sainte-Marienne, plutôt timide avec Giovanni Mdoima qui ne peut appuyer sa frappe. Et puis on retrouve à nouveau les Marsouins à l'attaque. Et à nouveau Gévia qui donne le tournis à son adversaire direct. On ne veut pas commettre la faute et finalement on s'en sort bien. Tout cela montre qu'en ce début de rencontre, les Marsouins de Saint-Leu encore à l'attaque qui oblige Pouloussami, Rudy Pouloussami à claquer en corner. Vous le voyez, il n'y a pas photo. La domination au niveau du nombre d'occasions, en tout cas, elle est pour l'équipe des Marsouins de Saint-Leu. Sainte-Marie continue à essayer de se retrouver avec cette superbe occasion et cette frappe qui passe à côté des buts de Vanketa Sala. On ne sait pas trop ce qu'il a manqué à cette équipe de Sainte-Marie, mais en tout cas le dispositif mis en place par les Saint-Leusiens a parfaitement marché. En deuxième mi-temps, on retrouve à nouveau pour la première occasion qui donc, eh bien, l'équipe des Marsouins, il faut une belle claquette là encore de Rudy Pouloussami sur ce coup de tête de qui? Du même numéro 14, John Zami, qui était parti prêter main forte à ses partenaires. Et pour éviter le 2-0, on a passé l'heure de jeu, les minutes s'écoulent, on gagne un petit peu de temps quand même du côté des Marsouins de Saint-Leu, ce qui va permettre à l'arbitre, excellent derrière, l'arbitre sur cette rencontre a distribué beaucoup de cartons jaunes de part et d'autre du reste. Mais on essaie de gagner du temps, ça fait partie du jeu, je vous le disais. Et là encore, ce sont les joueurs de Sainte-Marie qui vont essayer de trouver les meilleures solutions. C'est pas simple du tout, regardez, avec ce centre, un débordement et un centre repris de la tête par Gladysson. Et c'est le gardien Vanketa Sala qui parvient à dégager. 1-0, on va rester là, vous le savez donc, avec une dernière occasion tout de même pour l'équipe de Sainte-Marie sur ce corner. Ils vont toucher la transversale avec une nouvelle tête de Gladysson. C'était pas leur jour, c'était celui des Marsouins de Saint-Leu qui prennent les 4 points. Peut-être inattendu au départ, mais totalement mérité. Sainte-Marie doit se racheter. Un joli coup. Ouais, très belle opération, quoi. On avait besoin de points et puis venir gagner ici, vraiment une belle opération. Belle opération autant sur le plan comptable que sur le jeu, parce que j'ai eu une équipe qui était vraiment motivée et pourtant on était 4-13, quoi. Donc très très bien, bravo. Au niveau de l'organisation, vous aviez prévu quelque chose de spécial? Non, on est revenu à un système tout à fait normal, celui qu'on avait depuis le début de l'année, quoi. On a joué en 4-2-3-1, mais par contre j'ai demandé aux gars d'être vraiment présents, d'être plus intéressés, plus compris par le jeu, quoi. Donc là ça a été quelque chose de bien. C'est bon signe pour la suite du coup? Ça fait quelques temps, ouais, c'est pas mal. On joue devant l'Excelsior, on n'a pas perdu de grand chose, on a fait un bon match. Devant Saint-Pierre, on a eu peur, on s'est caché. Et puis là, devant Sainte-Marie, on fait un bon résultat, on avait besoin de points, donc c'est vraiment intéressant. On a fait un bon coup la semaine dernière, cet après-midi un bien mauvais résultat, puisque le... Oui, bon... Non, on peut pas parler de hold-up, puisque non, ils ont su bien défendre après, ils ont marqué assez tôt dans le match et nous on n'a pas su concrétiser nos bonnes situations. Aujourd'hui on n'a pas eu le même brin de réussite qu'on a eu la semaine dernière, et puis c'est comme ça aussi le football, hein. Je veux dire, eux ils ont été sur tous les ballons qu'on pouvait mettre devant le but et
ils ont su bien défendre leur avance. J'avais mis en place un système avec beaucoup de largeur dans mon jeu, avec un Yaya qui jouait côté droit. Mais après, bon, je pense qu'au niveau de son début de match qui n'a pas été bon, il n'a pas pu réaliser un bon match. Mais bon, c'est comme ça. On accepte la défaite malgré qu'on avait fait quelque chose d'intéressant la semaine dernière. On aurait pu enchaîner sur quelque chose de bien aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas. La Saint-Pierroise a profité de son côté comme il se doit pour rester ce week-end dans le peloton de tête. Sa victoire en terre bénédictine semble confirmer un certain renouveau. USB Saint-Pierroise. L'USB en bleu face à la Saint-Pierroise au stade de Brampanon, le stade Paul Moreau, tout simplement parce que le stade Jarlan de Saint-Benoît est actuellement en réflexion en vue des Jeux des îles de l'océan Indien du mois prochain. Les présentations d'usage et une équipe de la Saint-Pierrois qui va prendre les choses en main et se créer les premières occasions qui ne sont pas forcément franches. En tout cas, il n'y a pas forcément de bons choix comme ici. Personne ne peut reprendre ce centre de Wilson Grossette, mais ce n'est pas grave. La Saint-Pierroise semble maîtriser. L'USB pour l'instant reste prudente dans ses positions, mais on reste devant cette équipe bénédictine avec une nouvelle action très intéressante. Ce débordement côté gauche pour un impeccable petit pont et un centre au premier poteau. Il y a une reprise de Quentin Boissou, mais pas suffisamment puissant pour inquiéter le gardien Catherine Alexandre Catherine. La Saint-Pierroise à nouveau à l'attaque et la plus belle occasion sans doute à bout portant face au gardien bénédictin dont on connaît les qualités. Eh bien, il ne se dérobe pas sur cette frappe, sur ce duel. Il est bien présent. Vous l'avez constaté, on n'a pas encore vu d'action pour l'équipe de l'USB. Bien organisée, pas véritablement en danger. Pourtant, regardez cette accélération de Lecomte et finalement grossière erreur de la défense bénédictine et qui profite à Quentin Boisseau. Un gros travail de Adrien Lecomte ici, chaudement félicité par ses partenaires et son coach, mais c'est bien Quentin Boisseau qui est le dernier pour marquer ce but à la 31e minute et permettre à la Saint-Pierroise de mener par un but à 0. Une Saint-Pierroise qui croit avoir marqué le deuxième but. Non, il n'en est rien, le ballon n'ayant pas franchi en tout cas officiellement la ligne de but. Et donc ça fait un but à 0 avec ce score à la pause. Et puis en seconde mi-temps, l'USB va quand même sortir de son territoire pour se créer plusieurs bonnes occasions. Regardez celle-ci de David Martin. Il faut un réflexe de gardien de handball de la part d'Emmanuel Ledoyen pour empêcher que le cuir ne franchisse la ligne. Donc l'USB se montre à son avantage au cours de cette seconde mi-temps, a plusieurs possibilités d'égaliser. Regardez cette autre action devant la cage pour le capitaine Christopher Ferrer qui ne peut reprendre face à son adversaire. Donc il s'en est fallu de peu tout simplement. L'USB n'est pas trop mal, procède à quelques changements. Peut-être qu'il y aurait, selon certains supporters, mettre un peu plus d'attaquants, un peu plus de joueurs aguerris pour davantage chercher cette égalisation qu'elle aurait sans doute méritée car la Saint-Pierroise souffre. Regardez cette nouvelle frappe de David Martin. On en restera là, un but à 0. Petite victoire, mais quelle victoire importante pour les Saint-Pierrois qui sont ce soir leaders de ce championnat en attendant le match de dimanche après-midi. Ouais, déception, mais c'est l'efficacité qui a manqué. Hein. Donc, moi-même, j'ai 3 l'occasion et puis, voilà, nous ne concrétise pas. Et voilà, après, il manque à nous quand même du jeu. Nous avons pu jouer. Comme contre Saint-Paul la semaine dernière, nous respectons trop notre adversaire, c'est d'aller dans l'autre classement, mais nous avons des qualités, nous avons des joueurs qui sont capables. Donc, on a pu montrer quand même ce soir face à Saint-Pierroise, quand même, qui était au-dessus de nous malgré tout. Mais voilà, on a gagné l'opportunité, mais voilà, pas concrétisé, c'est pas marqué. Ça pour la prochaine fois, on espère. Voilà, c'est un match où on voulait justement garder cette dynamique-là. Ce soir, les gars, ils ont montré, notamment en première mi-temps, des belles choses où c'est dommage qu'on ne concrétise pas nos occasions. Et une deuxième mi-temps où on a tenu un adversaire qui était valeureux, qui s'est donné à fond. Et on a tenu donc vraiment cette victoire. Pour la suite, elle réchauffe. Il y a du mieux depuis quelques semaines? Il y a du mieux. On sent un état d'esprit, on sent une cohésion, on sent que les joueurs ont envie de se donner, des joueurs qui ont envie de jouer ensemble, qui n'était pas trop le cas en début de saison où c'est vrai que
voilà, maintenant ça c'est terminé, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. La Saint-Pauloise n'a pas su relever de son côté le défi que lui imposait la Saint-Louisienne samedi soir. Et pourtant, il y avait un bon coup à jouer avec toutes les confrontations entre leaders dont on a parlé tout à l'heure, où certains pouvaient laisser des plumes. Alors, pourquoi ce petit faux pas de la Saint-Pauloise face à la Saint-Louisienne? Un adversaire quand même redoutable, n'est-ce pas? Saint-Louisienne-Saint-Pauloise. Les meilleurs moments, c'est tout de suite. Tout de blanc vêtu, la Saint-Pauloise face au vert de la Saint-Louisienne. Un déplacement évidemment périlleux pour cette équipe saint-pauloise, malgré l'assurance qu'elle affiche depuis quelques semaines. En tout cas, elle réussit bien ses sorties. Mais là, face à cette Saint-Louisienne-là, les choses vont être un peu plus compliquées, surtout que tout cela va se jouer au cours de la première mi-temps. Le temps donc de se serrer la main, et puis on va partir pour voir les meilleurs moments de cette rencontre, et surtout en première mi-temps, je vous le disais, puisque les choses essentielles vont s'y passer. Avec une équipe de la Saint-Louisienne qui a absolument sur son terrain l'obligation de réussir quelque chose et interrompre un petit peu cette belle dynamique de l'équipe saint-louisienne, avec ici les deux coches, Jaurès et Imanache, pour un coup d'envoi qui maintenant va être donné assez rapidement. Allez, quelques petits gestes ici et là, histoire de se mettre en confiance. Et puis c'est parti pour cette première occasion saint-pauloise justement, dès les premières minutes. Regardez ici Alachamba qui récupère cette balle, qui change de côté pour cette tête qui oblige le gardien saint-lousien à intervenir une première fois, puis une deuxième fois avec une grosse inquiétude devant la cage de Saint-Lousien. Et puis dans la minute suivante, regardez cette longue touche de Mounoussami, renvoyée une première fois, reprise par le même joueur qui centre immédiatement. Et cette passe impeccable pour qui? Eh bien, pour Sylvain Phileas. Une passe d'Abdel Nasser qui met sur orbite cette équipe saint-louisienne. 1-0. Que va-t-il se passer? Les Saint-Paulois n'ont pas trop le choix. Évidemment, ils sont obligés de remettre la pression. Ils ne sont pas ridicules, loin de là, mais c'est parti tellement vite puisqu'on ne joue que depuis la 16e minute, je vous le rappelle. Donc, à peine ce corridor passé, regardez cette petite passe, ce crochet, cette talonnade, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est très efficace. Et la Saint-Louisienne mène par 1-0. La réaction saint-pauloise devant les buts de l'équipe saint-louisienne sur ce puissant coup franc qui oblige le gardien saint-lousien à intervenir une première fois. Il sera sollicité tout à l'heure encore. Des Saint-Louisiens qui ne s'en contentent pas, qui ont l'occasion d'inscrire en deuxième but juste avant de regagner les vestiaires. Cette faute de Gérard Hubert qui permet à la Saint-Louisienne de bénéficier d'un penalty. Un carton jaune donc pour Hubert. Et ce penalty sera transformé par Christopher Pitti qui célébrait son anniversaire ce samedi soir et qui avait eu droit à une petite fête à la fin de cette rencontre. On le verra dans notre émission de lundi. Alors donc ce but important, regardez, on s'attarde sur ce qui se passe, la joie saint-louisienne, mais de l'autre côté, il s'est passé quelque chose dont on n'a pas encore l'explication malheureusement. Un carton jaune, sans doute un deuxième carton jaune et l'expulsion surtout. Voilà, le temps de regagner, de remettre la caméra dans le bon sens, il se passe un truc, c'est quoi? Autour de l'arbitre, et c'est finalement le malheureux Siala Chamba qui va être expulsé. Alors, est-ce un deuxième carton jaune ou est-ce une expulsion directe? Et pourquoi? On ne le sait pas pour l'instant. En tout cas, donc, 1-0, puis donc 2-0 avec ce penalty transformé par Christopher Pitti. 2-0, ce sera le score à la pause, mais ce sera également le score final. Même si en seconde mi-temps, la Saint-Louisienne bien en place a attendu son adversaire. La Saint-Pauloise se crée une belle occasion comme celle-ci, au moins de réduire le score. Il n'en sera rien, mais c'était effectivement une possibilité de se remettre en selle. On en restera là. Donc, victoire importante de la Saint-Louisienne qui reprend ses devants et qui rejoint son adversaire du jour au classement. Parce que ce match-là, on avait peut-être mieux préparé que les deux matchs avant ça. Tu sais, quand tu joues contre des équipes soi-disant à ta portée, tu commences à être un petit peu plus relâché, trop relâché pendant ces 2 semaines avant. Donc là, cette semaine, c'est vrai que le coup, il a bien travaillé. On s'est vraiment bien concentré sur notre sujet parce que ça reste quand même. On joue chez nous et il fallait quand même qu'on éponge ces 2 nuls qu'on a fait. Donc on avait à cœur de bien faire, sachant qu'on avait à faire une super équipe. Et c'est dommage que tous les week-ends on ne répète pas ce genre de performance parce que ça nous mettrait dans le tableau, je pense, à jouer un peu les troubles faits, à jouer le titre parce que c'est pas notre ambition. Au moins à être plus souvent à jouer le trouble fait.
ce soir. Je pense que c'est un match accompli et bien. Je pense que le résultat il n'est pas non plus élevé. Je crois que Saint-Paul il a bien commencé le match, mais après on a su faire ce qu'il fallait. La première mi-temps, on a déjoué, on était absent, on a perdu trop de duels. On a pris des buts sur des demi-occasions, c'était pas vraiment des occasions. Et avant de prendre ce premier but, une minute avant, on a une opportunité pour ouvrir le score, on ne le fait pas. Et dans la minute qui suit, on prend ce but qui joue le temps. Automatiquement, Saint-Louis en menant 2-0, c'est normal qu'il recule, il y a un peu plus ce ballon. Et contrairement à la première mi-temps, on a moins balancé, on a pu jouer sur nos qualités, notre jeu d'habitude. On a pu les mettre un petit peu en difficulté, mais ce n'était pas suffisant. Il aurait fallu, dès la première mi-temps, entamer le match de cette façon. Voilà, on a été assez complet, je l'espère, en tout cas en images, sur cette 10e journée du championnat de première division. Et si vous avez raté quelque chose, ou des résultats tout simplement, les voici ces résultats et les classements qui en découlent comme d'habitude. Eh bien, il ne faisait pas beau jouer à domicile à l'occasion de cette 10e journée. Regardez, 1, 2, 3, 4 victoires à l'extérieur. Celle de la Saint-Pierroise, on l'a vu. Celle de Bras-Fusil, on en a parlé hier également. Et puis les Marsouins ont gagné cet après-midi. On a vu des images, 1-0 sur le Stade de l'Est face à la Sainte-Marienne. Et puis l'Excelsior également, on a vu des images, 2-0 face à la Jeanne d'Arc. C'était le choc de cette 10e journée. Et puis notons également que la Capricorne a fait 0-0 face au CDFA, que la Saint-Louisienne, seule équipe à gagner à domicile, a battu la Saint-Pauloise, et on a vu des images, 2-0. Au classement, quelques petits changements, en tout cas plus que jamais, l'Excelsior donc garde le fauteuil de leader, et son nouveau dauphin c'est la Saint-Pierroise qui pointe à 2 points. La Sainte-Marienne n'est pas totalement décrochée, ni même la Jeanne d'Arc qui sont seulement à 2, 3, 4 points donc du leader. Saint-Joseph, la Saint-Pauloise n'est pas non plus larguée, et c'est la Saint-Louisienne qui revient de la course avec 28 points et une 6e place dans ce classement. Les Marsouins font une belle opération dans le ventre mou, en tout cas en plein milieu du classement, à la 7e place, 23 points. Le SDFA décroche un petit peu, tout en bas, vous le voyez, c'est la petite île maintenant qui ferme la marche. Poste-siège non revendiqué par personne, la dernière place, c'est Bras-Fusil qui lui refile le bébé. En 2e division régionale, regardez, Grandbois a été tenu en échec par Putain-Salé, on a vu des jeux là cela le samedi soir, l'Oxal au Parc au Saint-Pierre également, et puis la victoire de la ligne Paradis, 1-0 sur l'AF Saint-Louis, non 0-0 comme on l'a dit hier. Trois-Bassins a gagné aux Avirons, 3-0, logique. Saint-Philippe a battu hier après-midi, là entre deux, 4-0, puis le Saint-Denis Football Club a gagné à la Rivière-des-Roches face à Monaco, 2-0. Petit faux pas. Ah, attention à la JS Ouest, il y a des complications dans l'air ou quoi? Battu et surpris en tout cas par l'MJC de Saint-Uzanne, vainqueur, 1-0 dans ce déplacement à l'ouest. Au classement, Trois-Bassins donc conserve la tête avec 2 points d'avance sur le Saint-Denis Football Club qui reprend donc sa 2e place de dauphin devant Grandbois, 31 points. Saint-Uzanne, belle prestation, belle remontée des Saint-Uzaniens, 4e au classement avec 28 points devant la JS Ouest qui décroche quelque peu. On continue dans ce classement avec le Capitaine Saint-Leu dans le ventre mou, tout comme l'Oxa Léopard. Le Co Saint-Pierre a réussi une bien belle remontée. Monaco décroche un petit peu et puis après ça commence à être un peu compliqué. Là, regardez la ligne Paradis Saint-Philippe, la F Saint-Louis, mais surtout l'entre-deux et les Avirons qui sont bien décrochés maintenant pour les 2 dernières places de relégables. Allez, comme d'habitude, on termine avec ce reportage. On va parler de judo et la préparation de la sélection, de la présélection même pour être plus juste, de judo en vue des Jeux des îles de l'océan Indien. Un reportage signé Alexandre Gilles pour 974 TV. Actu Sport, c'est maintenant. On est sur le dojo régional de Saint-Denis, à Champfleury. On est aujourd'hui sur un regroupement de préparation pour les Jeux des îles. Et par la même occasion, donc, le comité de sélection s'est réuni donc, à l'instant, suite au test match qui s'est fait ce matin, pour faire la sélection finale pour les Jeux des îles 2015.
Alors pour le groupe, mieux que les Seychelles. Par équipe, on a réussi un doublé historique. C'était c'est génialissime. Donc si on peut faire la même chose, ça serait top. En individuel, alors je ne me rappelle plus du nombre de médailles, mais forcément on doit faire autant que les Seychelles. Il me semble qu'on a fait 8 ou 9 médailles d'or. Donc si on peut en faire une dizaine, ça serait génial. Avec l'honneur, il faut se battre. Que je gagne, que je perde, je vais donner le maximum. Et par équipe, c'est pareil. Jamais perdu en équipe. Il faut gagner. Même si pour nous, les choses sont claires, on ne souhaite pas divulguer pour l'instant la liste des sélectionnés pour un souci pour les judokas en eux-mêmes, quoi, hein. Parce que si on annonce la liste maintenant, ils seront peut-être démotivés et ne seront pas sur les regroupements. Et par la même occasion, pour les équipes étrangères, Maurice, Madagascar, Seychelles et autres, s'ils ont nos sélectionnés tout de suite, ils pourront faire leurs équipes, eux, de leur côté, même si je pense que ça va pas faire grand-chose, mais bon. En place, ouais, salut! C'est ça. Jujitsu. Se manier. Dans la compétition, c'est un jeu avant tout. Après, il faut être performant. Donc, il y a des stratégies à mettre en place. On termine quand même dans une émission de football, 974 Foot Plus. Merci encore d'être là par le programme de la semaine prochaine, programme de football. Et la 11e journée, on enchaîne donc les journées du championnat. Et voici le programme qui vous attend. Regardez. Brafusil, Capricorne, Saint-Pauloise, Petite-Île, Saint-Pierroise, Sainte-Marienne, ouais. Marsouin, Jeanne d'Arc, Excelsior, USB et SDFA, Saint-Louisienne. En deuxième division régionale également, on y disputera la semaine prochaine, le week-end prochain, la 11e journée. Le voici ce programme. Entre deux Aviron, Caux-Saint-Pierre, Piton-Saint-Leu, Saint-Denis Football Club Grand-Bois, Ligne Paradis Léopard, Sainte-Suzanne Monaco, AF Saint-Louis Saint-Philippe et Trois-Bassins à JS Ouest. Allez, excellente semaine sur Télécréole tout particulièrement. On se retrouve toujours pour vous parler de football, évidemment, football à La Réunion, dimanche prochain à 13h, 97.4 foot, et lundi soir à 21h, 97.4 foot, plus complet, évidemment. À très bientôt. Salut.